Bonjour à tous et bienvenue à la série de conversations anti-racisme inspirée du mouvement La vie des Noirs compte et présentée par Expérience Canada. Je m'appelle Bilal et je suis votre modérateur pour ce deuxième webinaire de la série qui est diffusé en direct en ligne sur Zoom et Facebook. Je fais partie d'Expérience Canada en tant qu'ambassadeur d'anti-racisme. Je vis à Toronto et je reconnais que je me joins à vous aujourd'hui sur la terre traditionnelle des Mississaugas du Crédit, des Anishinaabe, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat, régis par le traité de Williams et par le traité 13. Elle abrite maintenant des nombreux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de vivre et de travailler sur ce territoire. Bon, nous sommes dans la deuxième semaine de la série qui porte sur l'histoire du racisme au Canada et l'impact du colonialisme dans l'institutionnalisation du racisme d'aujourd'hui. Ce webinaire s'agit d'une introduction au racisme, mais avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour remercier la Fondation RBC d'avoir généreusement sponsorisé cet événement. Maintenant, je vous présente nos excellents conférenciers. Nous allons écouter à Webster, artiste hip-hop et conférencier, ainsi que Fabrice Ville, le fondateur de Pour 3 points. Ils vous parleront directement et à la fin de la séance, ils répondront à vos questions. Si vous vous connectez avec nous via Zoom, veuillez poser vos questions dans la case Q&R et si vous êtes sur Facebook Live, veuillez commenter dans le live stream. On essaiera d'avoir autant de questions que possible répondues pour s'assurer que la voix de tous soit entendue si on a le temps. Et sinon, on enverra les questions aux intervenants après le webinaire et on publiera leurs réponses sur nos groupes de conversation et sur notre site Internet. Si vous rencontrez des problèmes techniques, veuillez lever la main sur Zoom ou envoyer un message à Lizzie. Cette présentation sera aussi enregistrée et accessible sur notre site Web dans les prochains jours. Finalement, n'oubliez pas de rester courtois à chaque commentaire et question. Tout commentaire ou question inappropriée sera supprimé. Bien que ce webinaire soit ouvert à tous, le public cible comprend les jeunes de 12 à 18 ans. Sans plus tarder, je vous présente notre premier conférencier, l'artiste hip-hop Ali Ndiaye, alias Webster. Mon fondateur du groupe Limoilou Stars, il est un vétéran et l'un des pionniers du mouvement hip-hop québécois depuis 20 ans. Webster est aussi militant et historien, donnant des conférences sur l'histoire de la présence afrodescendante et l'esclavage au Québec et au Canada depuis le 17e siècle. Depuis 2009, il voyage à travers le monde afin de donner des concerts et des ateliers d'écriture. Il est aussi l'auteur d'un manuel d'écriture hip-hop à l'ombre des feuilles et d'un livre jeunesse, Le grain de sable. Ce livre raconte l'histoire du premier esclave du Canada, Olivier Lejeune, et est l'un des 5 finalistes pour le prix d'aider de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse. En juillet, Webster a aussi reçu le prix de l'excellence de l'Association des musées canadiens pour son exposition Fugitif. Bienvenue Webster et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous pouvez démarrer quand vous voulez. Okay, mais... oui, excusez-moi, j'étais muet. Bien, merci de me recevoir. Ça fait grand plaisir, puis ça me fait plaisir de pouvoir participer aussi. Donc pour commencer, nous allons commencer. Alors, nous avons tendance à nous mettre des étiquettes les uns sur les autres, ce qui inclut les races. La distinction que nous faisons entre les races n'a par contre rien à voir avec une vérité scientifique ou biologique. C'est une construction sociale créée par nous et à laquelle on a donné du sens. Donc, comment est née l'idée de race? C'est ça qui est particulier, c'est que la notion de race est une notion relativement récente par rapport au reste de l'histoire humaine, parce que cette notion de race a vraiment pris forme dans les années 1700, notamment avec un botaniste suédois qui s'appelait Carl von Linné, qui en 1735 va publier des systèmes de la nature. Et il faut comprendre que Carl von Linné, dans les années 1700, va participer à une espèce de révolution scientifique où est-ce qu'on va se mettre à tout classer. Hein? Donc, on va classer, catégoriser
les plantes, catégoriser les animaux, catégoriser les humains. Et donc, on va catégoriser les humains, les diviser en races, et Linné va diviser cette humanité en 4 races différentes. On aura la race dite des Américains, qui sont les Premières Nations des Amériques, à qui on va donner, à chacune de ces dites races, on va leur donner des traits culturels précis. Donc, les Américains, on dit qu'ils sont dominés par leur superstition. Par la suite, on a la dite race des Asiatiques, qui est dominée par ses opinions. Ensuite, on a la race européenne, qui est dominée, régie par les lois. Et on a les Africains, qui sont régis, dominés par la volonté de leur maître. Et donc, vous voyez que dès le départ, cette idée de race est raciste. Hein? Et le racisme, c'est ça en fait. C'est qu'on catégorise, on essentialise et on hiérarchise. C'est-à-dire qu'on sépare en catégories. On essentialise, c'est-à-dire qu'on dit que chacune de ces catégories a des traits particuliers. Et puis, on hiérarchise, c'est-à-dire qu'on assente ces catégories-là. Et quand cette notion de race naît, vous imaginez qui est en haut et qui est en bas. Hein? Et en fait, cette hiérarchisation-là, cette catégorisation des dites races-là va prendre son inspiration ou pourra être confirmée par l'esclavage transatlantique et la colonisation. Parce que si on prend une photo précise dans les années 1700 du monde atlantique, qu'est-ce qu'on voit? On voit des Européens ou des Eurodescendants blancs qui possèdent des terres qui ont été extirpées, qui ont été prises des Autochtones, avec dessus des Africains noirs qui cultivent la terre en tant qu'esclaves. Et donc, on a 3 de ces 4 dites races-là qui sont dans une interaction constante et quotidienne, mais dans un cadre rigide. Des Européens propriétaires terriens, des Africains esclaves et des Autochtones en marge de la société. Donc, en regardant cette photo, on dit, ben, vous voyez, voilà, donc on vient confirmer en fait ces dites notions de race-là. Et par la suite, on va s'appliquer à confirmer encore et encore à travers ce qu'on appelle des pseudo-sciences. Donc, l'impression qu'on fait de la science, mais ce n'est pas de la science du tout. Donc, on va dire, bon, ben, les Africains ont tel type de crâne, les Européens ont tel type de crâne. Et naturellement, le crâne africain a toujours l'air plus du crâne du singe et le crâne européen a toujours l'air plus beau, hein, si on veut dire. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit billet par l'utilisation du terme caucasien. Parce que caucasien vient de cette époque-là aussi, et c'est une notion qui est trempée dans le racisme. Parce que le premier à développer la notion de caucasien s'appelait Johann Friedrich Blumenbach en Allemagne. Et ce Blumenbach va décider de nommer les Blancs caucasiens parce qu'à l'époque, on croit que les humains les plus beaux se trouvent en Géorgie, hein, dans la région du Caucase. Mais il y a un élément religieux aussi, parce que dans cette région-là, on s'imaginait que c'est là que Noé était arrivé et que c'était à partir de là-bas que l'humanité avait été repeuplée. Mais à l'époque, Noé, après le déluge, là, si on retourne à l'histoire biblique, et donc les gens s'imaginaient que les premiers humains ne pouvaient être que blancs et que tout le reste était une dégénération de l'humain blanc. Et donc, quand on parle de caucasien, eh bien, on fait référence à cette notion appuyée dans la religion, comme quoi les personnes blanches étaient les premiers hommes. Mais on sait scientifiquement que ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, on sait scientifiquement aussi, comme vous l'avez dit, que biologiquement, la notion de race n'est qu'une construction sociale, n'a aucune réalité biologique, mais avec un impact sur la vie des gens au quotidien. Comme on dit souvent, ce ne sont pas les races qui créent le racisme, mais c'est le racisme qui donne naissance à la notion de race. Wow, c'est très surprenant à tous ces faits. Je ne savais pas que le mot caucasien aussi avait des origines racistes aussi. Merci pour ça. Ça fait plaisir.
Vous organisez aussi les tours QC History X, qui sont des visites guidées sur l'histoire méconnue de l'esclavage et de la présence des Noirs dans la ville de Québec. Pourriez-vous nous retracer l'histoire de l'esclavage et de la ségrégation qui en a résulté au Québec et au Canada? Oui, donc ça, c'est une histoire qui est très longue aussi, mais qui malheureusement a complètement été effacée de notre trame historique collective. C'est-à-dire que dès les débuts des explorations européennes, ici, dans ce qui allait devenir le Canada, on retrouve une présence noire, une présence afrodescendante ou africaine qui accompagnait Samuel de Champlain. On parle de Mathieu d'Acosta, qui était l'interprète de Samuel de Champlain. Et on parle même d'une autre personne qui est décédée sur l'île Sainte-Croix, qui est morte du scorbut, qu'on a fait une autopsie. Donc, dans l'équipage de Champlain, il y avait déjà au moins 2 personnes africaines ou afrodescendantes. Le premier Africain à vivre de manière permanente au Canada arrive en 1629. Il s'appelait Olivier le Jeune, qui n'est pas son vrai nom. Hein? Olivier le Jeune, c'est son nom qui lui a été donné lors de son baptême. On ne connaît pas son vrai nom, donc on n'a pas le choix de l'appeler comme ça. Mais Olivier le Jeune arrive ici en tant qu'esclave. Il a environ 10 ans. Et donc, au-delà de son statut d'esclave, le premier Africain arrive ici, mais aussi l'un de nos premiers étudiants. Dans toute l'histoire académique canadienne, l'un de nos premiers étudiants était un jeune esclave malgache. Olivier Lejeune va passer toute sa vie ici et décède en 1654. Et Olivier Lejeune, qui d'ailleurs est reconnu comme personnage historique national au Canada, au Québec du moins, depuis février passé. Par la suite, pour ce qui est du Québec, on va répertorier 4185 esclaves. Sur ces 4185, les 2 tiers étaient des Autochtones et le tiers était noir. Les esclaves autochtones qu'on appelait les Panis étaient issus surtout de ce qu'on appelle aujourd'hui le Midwest américain, tu vois, comme le Michigan, les Missouri, Kansas, etc. Tandis que les esclaves noirs, eux, venaient rarement directement d'Afrique. Ça arrivait, mais souvent, ils transigeaient par les Antilles, Haïti, Martinique, Guadeloupe, ou les 13 colonies, Philadelphie, Boston, New York, pour ensuite arriver vers Montréal et Québec, et parfois même Trois-Rivières, Gaspésie, etc. Détroit aussi, parce que Détroit appartenait à la Nouvelle-France. La nature de l'esclavage ici, c'était un esclavage domestique versus un esclavage économique, comme on retrouve partout ailleurs dans les Amériques. Pensez les plantations du sud des États-Unis, pensez la canne à sucre à Haïti, au Brésil, etc. Donc, ici, c'était un esclavage domestique versus l'esclavage économique. Et la seule raison pour laquelle on n'assiste pas à un esclavage économique ici, c'est une question climatique. Parce qu'il fait trop froid pour faire pousser du sucre, il fait trop froid pour faire pousser de l'indigo, pour faire pousser du riz, du cacao, du café, etc., du coton. Et donc, ici, notre économie est basée sur autre chose. Ce n'est pas une économie agraire, c'est une économie basée sur la traite des fourrures, basée sur les pêches, où on n'a pas besoin d'une grande main-d'œuvre pour pouvoir faire rouler cette économie-là. Donc, c'est la raison pour laquelle notre esclavage est de nature domestique versus un esclavage de nature économique. L'esclavage disparaît ici au début des années 1800 et est aboli dans l'Empire britannique. On appartient à l'Empire britannique à ce moment-là, au début, le 1er août 1834. L'esclavage disparaît, toutefois les mentalités qui permettaient l'esclavage demeurent. Et c'est là que par la suite, on va entrer dans un mode de ségrégation qui n'est pas de jurer à travers les lois, comme aux États-Unis, hein, quand on pense encore une fois au sud des États-Unis, comme les lois Jim Crow, mais de facto, c'est-à-dire c'est dans les faits. Donc, une personne noire peut aller dans un hôtel où il est reçu, il va dans un autre hôtel et on lui empêche l'accès à l'hôtel. On pense à Marian Anderson, la grande chanteuse nord-américaine en 1932, qui va au château Frontenac. Elle est invitée pour se produire là-bas, mais on ne veut pas la loger. On pense à Grantley Adams, le premier ministre de la Barbade en 1954, qui est en transit à Montréal, qui veut prendre une chambre au Windsor Hotel, mais on lui refuse parce qu'il est noir. Et donc, il y a plusieurs exemples comme ça de personnes qui vont se faire refuser des accès à des lieux publics parce qu'ils sont noirs, ici au Canada.
Wow, c'est très surprenant que vous avez dit que Olivier Lejeune, étant l'un des premiers esclaves au Canada, qu'il était seulement reconnu février passé et non pas quelques centaines d'années d'avant. Ça montre déjà l'impact que vos tours ont sur nous, sur l'éducation au Canada et aussi merci pour tous vos efforts pour faire reconnaître son histoire. Merci. Merci à vous. Et vous êtes un pionnier du mouvement hip-hop au Québec depuis 2 décennies, ayant de nombreux albums sous votre nom. Quel rôle votre travail en histoire a-t-il joué sur votre musique? Et comment l'art en général peut-il continuer à diffuser un mouvement comme la vie des Noirs compte? Pour moi, le rap et l'histoire sont intimement liés parce que le rap m'a permis d'avoir une voix. Quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à l'adolescence, j'avais aucune manière de faire entendre ma voix sur la place publique. C'est comme ça que j'ai commencé à rapper. Et le rap m'a permis de transmettre cette histoire-là. Donc, avant de donner des conférences, avant de faire des visites guidées, de faire des interventions médiatiques, je rappais cette histoire-là. Et pour moi, c'est un moyen de rendre accessible cette histoire. Par la suite, ça s'est transformé en bien d'autres initiatives. Et pour moi, c'est un peu le rôle que peut jouer l'art, c'est de rendre accessibles ces informations et même ces luttes et cette militance-là, comme dans le cas de Black Lives Matter. C'est-à-dire que souvent, quand les informations sont prises, sont captives des livres, ce n'est pas tout le monde qui a envie de lire des livres. Donc, on doit avoir des moyens de transmettre ces informations-là aux gens qui ont des intérêts différents. Et de là, le rôle de l'art, que ce soit la chanson, que ce soit la sculpture, que ce soit des expositions, comme entre autres l'exposition Fugitif que j'ai fait au Musée national des beaux-arts l'année passée. Et tout ça sont des manières de transmettre ces informations, de les rendre accessibles à un plus grand pan de la population. Parce que pour l'histoire et pour le présent, pour l'histoire, faut que tout le monde puisse avoir accès à cette histoire-là pour l'ancrer dans nos mémoires collectives, dans nos consciences et inconsciences collectives. Et pour la militance, il faut que tout le monde puisse avoir accès à la militance antiraciste parce que ce n'est pas une question de personnes racisées, c'est une question de société. Et donc, tous les gens de la société doivent pouvoir changer, mais c'est en ayant accès à ces éléments-là qu'on va pouvoir changer. Et je pourrais faire un parallèle avec les luttes pour l'abolition de l'esclavage, entre autres en France dans les années 1800 et en Angleterre et aux États-Unis aussi. Ça s'est beaucoup fait par l'art. C'est-à-dire qu'il y avait des dessins, il y avait des gravures qui étaient faites pour pouvoir initier les gens à ces questions-là. Et donc, l'art a toujours joué un rôle pédagogique, a toujours joué un rôle de transmission, a toujours joué le rôle d'un pont. Et donc, je crois que l'art a un rôle essentiel à jouer dans ce qui se passe aujourd'hui pour les luttes de justice sociale. Well, merci beaucoup pour ça, Webster, et de partager toutes vos expériences. Pour en apprendre plus sur la résistance afrodescendante à l'esclavage au Québec, j'invite les gens à rattraper votre exposition Fugitif qui est diffusée en ligne sur le site fugitif.ca. Restez avec nous, nous allons rattraper avec vous à la fin de la séance. Et je suis sûr que beaucoup de gens ont des questions. Veuillez les soumettre maintenant. Si vous êtes sur Zoom, utilisez la boîte des Q&R. Et si vous êtes sur Facebook Live, veuillez les commenter sous la vidéo. Maintenant, notre deuxième conférencier aujourd'hui est Fabrice Ville. Depuis 2010, Fabrice est président et cofondateur de Pour 3 points, une organisation non lucrative à Montréal qui transforme les coachs sportifs en coachs de vie auprès de jeunes athlètes en milieu défavorisé. Son organisation encadre 30 entraîneurs de 14 écoles montréalaises, joignant plus de 650 jeunes, et en 2019 a gagné le prix de l'impact social de l'actualité pour son dévouement à la cause des jeunes.
Pourtant, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat social, Fabrice a obtenu un diplôme en droit de l'Université de Montréal et est devenu avocat en litige civil et commercial de 2007 à 2013. Durant sa carrière, il est membre du conseil d'administration de nombreuses organisations comme Sport Aide et l'Institut Mallet, entre autres. Il est aussi collaborateur chez le quotidien québécois La Presse et chez le cabinet d'avocats Humans & Company. En 2015, il a été lauréat du prix Jeunesse par excellence en philanthropie de l'Association des professionnels en philanthropie au Québec. Et plus récemment, en janvier dernier, Fabrice a été le narrateur du documentaire Briser le code qui porte sur le racisme ordinaire au Québec. Bienvenue Fabrice, on est ravis de vous accueillir. Merci de l'accueil, merci de l'introduction, Bilal. Je suis content d'être avec toi et je suis content d'être également de suivre Webster que je connais et que je respecte énormément dans son travail. Merci pour ça. Alors, votre organisation Pour 3 points a connu un grand succès à Montréal depuis 2013 et dans les jeunes de milieux défavorisés à réussir dans la vie à travers le sport. Pourriez-vous élaborer un peu sur votre parcours dans la création de cette organisation? Tout à fait. Alors, je suis né à Montréal. Mes parents sont originaires d'Haïti. Ils sont arrivés d'Haïti à la fin des années 70. Et moi, j'ai grandi également dans l'est de Montréal, à Anjou plus spécifiquement. D'abord, en fait, à Saint-Léonard, dans ma petite enfance et toute mon adolescence, s'est faite à Anjou. Je parle de mes origines et je parle également de où est-ce que j'ai grandi parce que ce sont les deux facteurs qui ont eu une influence sur ma sensibilité, je crois, par rapport aux inégalités sociales. Webster, un peu plus tôt, faisait référence à l'esclavage, à la colonisation. Le nom d'Haïti était une référence. Et donc, depuis tout jeune, de par ce que mes parents racontaient, de par les livres d'histoire qui étaient à la maison, de par la politique haïtienne que je voyais quand mes parents regardaient, en fait, les médias, j'en venais à me questionner sur les enjeux de pauvreté dans le monde et également les enjeux de pauvreté dans le monde, mais également localement, parce que Haïti, la diaspora haïtienne est une diaspora qui est confrontée à plusieurs défis en raison, en fait, des problématiques historiques. Et également, l'Est de Montréal, en fait, j'ai parlé tantôt de où est-ce que j'ai grandi, parce que l'Est de Montréal est un environnement où est-ce que j'ai grandi, qui est un environnement de classe moyenne, mais il y a beaucoup de pochettes de pauvreté à Anjou, où est-ce que j'ai cheminé. Et les quartiers environnants sont des quartiers qui sont affectés également par la pauvreté. Quand on pense à Montréal-Nord, qui n'était pas très loin, il y a également plus dans le nord de la ville, Saint-Michel, en fait, par rapport à Anjou. C'est des endroits où je naviguais beaucoup parce que je faisais du sport quand j'étais jeune. Et donc, ma connaissance de mon pays d'origine, à travers ce que j'ai raconté un peu plus tôt, et également mon entourage autour de moi faisait en sorte que je réfléchissais beaucoup aux enjeux de l'inégalité. Et c'est d'autant plus vrai que mes parents m'envoyaient à l'école privée dans des environnements de classe moyenne ou de classe aisée. Et là, ça me faisait comparer, en fait, les isolements, les différentes classes dans la société montréalaise. Puis, j'en suis venu à y réfléchir plus largement par rapport à la société canadienne ou américaine ou mondiale. À travers tout ça, parce que c'est beaucoup de questions de société, j'en suis venu à considérer qu'un coach de sport peut faire une différence incroyable dans la vie de quelqu'un. Et c'est à travers le fait que moi-même, j'ai joué au basketball. Donc, mes coachs ont été d'un support extraordinaire à une époque où j'étais un enfant qui avait de la difficulté à s'affirmer, qui était super renfermé, qui avait un manque de confiance. Puis mes entraîneurs m'ont beaucoup aidé à mon cheminement personnel. Je suis moi-même devenu entraîneur de sport et l'organisation, en fait, j'ai voulu transmettre un peu de mon vécu à travers mon rôle d'entraîneur. Et j'en suis venu ultimement à me dire que le coach peut faire une différence fondamentale, peut-être pas toutes les différences, mais il peut faire une différence fondamentale dans la vie d'un jeune. Il n'y a pas personne qui nous écoute qui n'a pas eu une référence d'un adulte signifiant, que ce soit un homme, une femme ou autre,
qui ont été présents dans leur vie pour soutenir pour les influencer positivement. Et moi, je crois que c'est ce que Pour 3 points offre. C'est une organisation qui a vu le jour quand j'étais encore avocat pratiquant. Donc, j'étais avocat pratiquant de 2007 à 2013. Et j'étais très impliqué bénévolement dans différentes initiatives, mais il manquait une connexion à ce qui était vraiment en lien avec mon vécu personnel. Et j'en suis venu en voyant plusieurs fois des amis d'enfance qui étaient au palais de justice parce qu'ils faisaient ça face à des accusations criminelles. Plusieurs n'avaient pas de diplôme d'études secondaires. Et le point commun de tous ces amis-là d'enfance était leur motivation par rapport au sport. Et donc, j'en suis venu à me dire, mais pourquoi on ne fait pas quelque chose à ce niveau-là? Parce que le coach, en fait, est l'adulte qui a justement le plus d'impact auprès d'un jeune après les parents. Donc, Pour 3 points est devenue une organisation que j'ai décidé d'initier quand j'étais avocat pratiquant. J'ai quitté la pratique du droit pour m'y consacrer. Et ça a fait boule de neige. Bon, c'est maintenant devenu un emploi à temps plein. Maintenant, notre organisation et dans la grande région de Montréal, a des antennes à Québec aussi. On forme des entraîneurs dans la grande région de Québec. On a des partenariats un peu à travers le pays et on espère en fait accompagner le plus de coachs possible auprès des jeunes. Et à travers tout ça, dans cette historique-là, c'est beaucoup mon parcours personnel, mon travail sur le terrain, mais également mon travail sur le terrain qui a informé aussi, ou qui a continué à informer, qui continue encore à informer ma réflexion sur certains enjeux d'inégalité, particulièrement le racisme. Merci beaucoup pour ça. On espère que vous, un jour, vous pouvez avoir des coachs tout partout à travers le pays, puisque évidemment, le coach est quelque chose d'universel et que tout le monde pourrait trouver un avantage avec avoir un coach. Merci. Et en accord avec le thème du sport, au baseball, on dit 3 infractions et c'est fini. Les 3 syllabes du mot raciste suivent ce même principe. On essaye à tout prix d'éviter et de renoncer à cette étiquette qui est petite mais puissante, puisqu'il est présent autant au niveau individuel qu'au niveau institutionnel. Comment peut-on définir le racisme aujourd'hui et quels sont des exemples de racisme? Je vais commencer par quelques exemples qui sont basés sur ce que tu nommais, Bilal, en lien avec le 3 prises, you're out, donc 3 strikes, you're out. Cette méthode-là, en fait, ou ce principe-là, est un principe qui, historiquement, a été largement appliqué, entre autres aux États-Unis, pour autoriser la peine de mort. En fait, pas la peine de mort, excusez-moi, la prison à perpétuité auprès des gens dans une certaine population. Donc, la loi autorisant que, au-delà de, en fait, à partir d'un 3e délit, ça justifiait que une personne soit incarcérée pour toute sa vie. Et donc, ce n'est pas rien comme exemple de racisme, cet exemple-là. Donc, c'est une politique qui, oui, on peut penser qu'elle s'applique de manière universelle, mais quand on pense aux gens qui sont d'abord ciblés par un premier délit, ben, ce sont souvent des populations noires aux États-Unis. Donc, il y a un ensemble de politiques comme celle-là. Quand on pense à celle-là, ou dans la région de New York, on a beaucoup entendu parler du stop and frisk, c'est-à-dire que c'était une loi qui permettait d'arrêter les individus sans motif raisonnable et de les fouiller. Et ces principes-là, plus souvent qu'autrement, pour un ensemble de facteurs, et je vais y venir, ont contribué à l'incarcération massive des populations noires. Donc, ce sont des phénomènes de société qui, encore une fois, on pense que ça s'applique largement, mais ils s'appliquent et ils ciblent différentes populations. On peut penser également que ça s'applique uniquement aux États-Unis, mais quand on prend la population carcérale au Canada, qui a augmenté de 2003 à 2013, qui a augmenté de 90 pour les populations noires, de 46 auprès des populations autochtones, il n'y a pas nécessairement de corrélation évidente. Par contre, ça coïncide beaucoup avec l'augmentation des peines minimales, ou en fait l'établissement des peines minimales sous le gouvernement conservateur. Donc, il y a des phénomènes de société qui sont en lien. Entre autres, là, j'ai nommé des exemples qui sont en lien avec la relation au crime et la judiciarisation, qui vont avoir un impact sur la présence disproportionnée
de certaines populations au sein de de la population carcérale. Maintenant, ces exemples-là, je vais essayer de les contextualiser. C'est que le racisme, on peut penser que c'est uniquement une affaire de mauvaises intentions, de mauvaise foi, de haine. Et ça a été construit dans le narratif qu'on a présentement. Le fait de considérer que le racisme, c'est quelque chose d'intentionnel, de malveillant, fait en sorte qu'on en fait un tabou et fait en sorte qu'on ne l'attaque pas comme étant une crise qui affecte tout le monde. Webster disait que la lutte antiraciste nous appartient à tous et à toutes, mais si on demeure avec le construit que le racisme est un tabou, les gens ne voudront même pas en parler. Donc, s'ils ne veulent pas en parler, ils vont encore moins vouloir agir. Donc, l'idée que le racisme est un crime, comme par exemple être un nazi être un nazi ou être membre du Ku Klux Klan, c'est une idée qui nous éloigne en fait de ce qui devrait être propice à la lutte contre le racisme. Il n'y a pas personne qui voudrait s'identifier à cette définition-là. Moi, j'aime souvent dire que le racisme, en fait, c'est comme une crise. C'est comme les changements climatiques. Les changements climatiques, on est capable tous et chacun et chacune de comprendre qu'à travers des gestes individuels qui se font à la maison, mais pas uniquement les gestes individuels qui se font à la maison, les politiques organisationnelles, les mouvements sociétaux, tout le monde y contribue à petite ou à grande échelle et on est capable d'en parler de manière décomplexée. Le racisme, c'est exactement ça. Pour moi, de dire il y a des racistes et pas des racistes, c'est une perte de temps. La fameuse notion de racisme systémique implique qu'on a une omniprésence, en fait, du racisme de point de vue individuel, de point de vue relationnel, de point de vue organisationnel, de point de vue sociétal. Donc, les exemples que j'ai nommés un peu plus tôt sont des exemples sur comment la société, la manière dont elle est construite, va avoir des effets sur certaines populations. Mais par contre, si on revient à la plus petite échelle, les pensées qu'on va avoir qui peuvent être inconscientes, les comportements qu'on entretient, nos croyances, nos valeurs individuelles, nos préjugés vont influencer en fait l'acte raciste parce qu'une société, c'est simplement la composition ou l'addition d'un ensemble d'individus. Donc, on peut le voir par exemple par rapport à ce qui est arrivé à Québec il y a quelques jours. Donc, j'ai une pensée pour les victimes, leurs familles, leurs proches. Donc, quand même, je veux insister sur cette question-là. Et j'ajouterais que dans le traitement, dans l'importance qu'on a accordée aux enjeux de santé mentale, ça a pris une situation qui fait en sorte que les humains ont été profondément touchés, en fait, par cette situation-là pour se dire il faut absolument qu'on évite ces enjeux-là. Mais il y a un ensemble d'enjeux de santé mentale qui affectent les populations noires et ça n'a pas généré, en fait, la même urgence pour investir, en fait, dans la lutte pour la santé mentale. Donc, nos croyances personnelles ont des impacts sociétaux. Et au niveau relationnel, ça s'applique aussi parce qu'au niveau relationnel, l'humain a des besoins d'appartenance, a des besoins de connexion, a des besoins d'harmonie. Et donc, il peut y avoir un ensemble de situations où, par moment, on va interagir avec les autres de manière à perpétuer les actes racistes, même de façon bien intentionnée. Combien de personnes ont été présents à l'occasion d'une blague raciste faite par quelqu'un d'autre et on ne dit rien? On ne dit rien souvent parce qu'on a peur. On a honte, on a peur de se faire exclure, on veut se faire accepter, on ne veut pas générer un conflit. Donc ça, c'est des choses qui sont présentes, en fait, qui sont des freins à la lutte contre le racisme quand le racisme se manifeste. Après, il y a des phénomènes organisationnels qui proviennent, en fait, qui sont bâtis au niveau de l'humain individuel, de la relation, mais les statistiques qui disent que les personnes avec un ACV identique, les personnes avec un nom qui n'est pas de consonance, disons, canadienne-française pour l'exemple du Québec, ce sont les phénomènes qui se retrouvent dans les organisations, les pratiques d'embauche qui vont faire en sorte qu'on va embaucher quelqu'un sur la base du fit. Le fameux fit qui fait en sorte que tout ce que ça veut dire, c'est qu'on embauche les gens qui nous ressemblent. Mais finalement, ça crée de l'exclusion pour les personnes qui ne nous ressemblent pas dans un contexte où les entreprises, ceux et celles qui ont le pouvoir sont majoritairement blancs. Et là, je viens finalement au milieu sociétal. Au niveau sociétal, c'est certain que les politiques publiques ont un impact sur toute, en fait, la chaîne de comportement des individus. Puis je terminerai en disant à ce sujet-là que les médias ont un impact majeur parce que les médias, Webster parlait un peu plus tôt que l'art, en fait, a contribué à éveiller les consciences par rapport à la lutte contre l'esclavage. Mais tout ce qui sont les messages de nos sociétés
contribuent à ça. Et pour moi, dans la société, un des grands pouvoirs, c'est le pouvoir médiatique, c'est le pouvoir qui inclut, selon moi, le divertissement, parce que ce pouvoir-là, il influence l'individu au point de vue individuel. Donc là, on voit qu'il y a une roue qui tourne, qui est malheureusement, par rapport au racisme, un cercle vicieux. Et j'ose espérer qu'on peut en faire un cercle que je dirais vertueux plutôt. Merci pour ça. J'ai beaucoup aimé que vous avez donné une petite simple définition que le racisme n'est pas un crime, mais une crise. Et c'est à partir de cette définition qu'on peut trouver, commencer à bâtir des ressources et des fonds pour soutenir la lutte contre le racisme. Merci pour ça. Tout à fait. Et pendant votre carrière d'avocat, vous avez un devoir de promouvoir la confiance du public dans l'administration de la justice. Comment cette expérience a-t-elle influencé la manière dans laquelle vous militiez pour l'inclusion et l'antiracisme? Et comment les jeunes peuvent-ils soutenir la lutte contre le racisme? Bien, je partirais du fait que mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour que j'ai accès à une bonne éducation. C'est ce qui a été le fondement, d'abord et avant tout, de mes études en droit. Donc, mes parents m'ont beaucoup encouragé à être instruit. Et ça, je les en remercie parce que mon parcours en droit est quand même associé, en fait, à cet investissement-là de mes parents. C'est drôle, mes parents auraient voulu que je sois un scientifique. Ça, c'est quelque chose qui les a déçus à une certaine époque, puis les déçoit peut-être plus aujourd'hui. Et pour moi, cette éducation-là a ouvert des portes parce que le droit en particulier, c'est une discipline qui m'a permis d'avoir accès à certains codes dans nos sociétés. Il y a nos interactions humaines sont beaucoup orientés et régimentés par des lois, des règlements, des choses des contrats, des choses qu'on voit au quotidien et dont on est conscient, mais des fois des choses dont on n'est pas conscient. Et donc, pour moi, la pratique du droit a été une manière d'accéder à du langage que peu de personnes ont comme clé pour toute une époque de construits qui sont utiles dans nos sociétés. Ce n'est pas pour rien que plusieurs politiciens sont des anciens juristes. Donc, il y a ça, moi, que je trouve pertinent dans la lutte contre le racisme, parce que quand on parle de racisme systémique, ben, ça se traduit, entre autres, dans la manière dont nos lois sont faites pour des effets qui vont être, en fait, directement ou indirectement racistes. Ça, c'est une des facettes. La pratique du droit, donc je ne pratique plus le droit, j'ai arrêté de pratiquer le droit en 2013, mais la pratique du droit m'a aussi donné accès, et ça c'est circonstanciel parce que j'ai œuvré dans le domaine des droits et libertés, entre autres, et du droit public. J'ai eu accès à certains dossiers qui m'ont ouvert les yeux sur des choses par rapport auxquelles on n'est pas éduqué beaucoup. Moi, j'ai travaillé pour un mécanisme de règlement de différends au service des populations autochtones. Et là, on remonte à 2011 ou 2012, qui était un dossier, le dossier qui accordait, je vais rectifier. Suite à toute l'histoire des pensionnats indiens, ou qui s'appelait les pensionnats indiens, on pourrait dire les pensionnats autochtones, il y a eu un énorme recours collectif des populations autochtones contre le gouvernement et les congrégations religieuses responsables de ce désastre-là. Et ce recours collectif-là, qui est un litige qui avait été institué, a mené à un règlement qui incluait une commission Vérité et Réconciliation qui a émis en fait des recommandations en 2015, qui incluait également un processus d'indemnisation des populations victimes et qui incluait un ensemble d'autres éléments. Et c'est curieux, je n'étais au courant de rien par rapport à ces enjeux-là avant que je devienne avocat pour une des fonctions qui était le mécanisme de règlement des différends. Donc, j'étais un des avocats impliqués dans la démarche
Et je me souviens, j'étais un avocat dans la mi-vingtaine, puis j'avais des gros cartables où on décrivait les sévices que subissaient les Autochtones à l'occasion de à l'occasion, en fait, de leur séjour, leur parcours dans les pensionnats autochtones. Donc, pour moi, être impliqué dans ces dossiers-là a beaucoup, et étudier ces enjeux-là a beaucoup influencé ma manière de comprendre les enjeux de société en date d'aujourd'hui et m'a rendu curieux à me dire, si je découvre ça dans mon travail et que ce n'était pas dans mon école, bien, qu'est-ce qui se trouve d'autre dans la société dont je ne suis pas au courant et par rapport à quoi je devrais être curieux? Donc, ça a beaucoup éveillé ma réflexion sur la lutte contre le racisme et la promotion d'une société plus égalitaire. Donc, pour conclure, par rapport à qu'est-ce que je recommande, en fait, aux personnes qui souhaitent lutter contre le racisme, je pense qu'il n'y a pas une solution unique, mais certainement, sur la base de ce que je viens de mentionner, je crois que l'érudition est essentielle. Et ça ne veut pas dire, en fait, ça ne veut pas dire d'aller dans les livres, ça ne veut pas dire que c'est d'imposer une manière de s'instruire, mais que ce soit par l'art, que ce soit par l'implication sociale, que ce soit par des conversations, de s'informer m'apparaît important parce que du militantisme mal informé, en fait, ça peut être de l'énergie qui n'est peut-être pas focusée de la manière la plus... qui a le plus d'impact. Et donc, je pense que oui, l'énergie brute est essentielle, mais plus quelqu'un est instruit, plus il peut avoir un potentiel d'impact parce qu'on est mieux capable, en fait, de s'orienter dans la société. Après, je ne vais pas me faire conseiller d'un ensemble de facteurs. Je dirais simplement que j'observe qu'il y a une génération, moi je suis la génération des milléniaux, mais la génération suivante, que ce soit les Z, il y a une motivation extraordinaire en fait à ce que la société aille mieux. Et moi, je crois que ne serait-ce que d'honorer en fait cette motivation-là m'apparaît être un moteur essentiel. Donc, je n'aurais pas mille autres conseils à donner. On est à une ère où c'est fini c'est fini, selon moi, la volonté d'accéder à une entreprise puis de devenir président d'une entreprise qui est capitalistique. On est vraiment ailleurs. Ce soir, il va y avoir des élections qui pourraient déterminer l'avenir de l'humanité. Les changements climatiques sont en train de détruire notre planète. Donc, je pense que nos plus jeunes générations le comprennent. Puis je pense qu'à ce niveau-là, je n'ai pas de conseils à donner, simplement de dire que je les vois puis d'encourager ça. Merci pour tous vos conseils. Oui, je suis d'accord qu'il faut être au courant des événements de son pays et de s'informer à travers les discussions, les dialogues comme celui-ci pour pouvoir changer nos pensées et la façon dont nous réfléchissons sur les uns des autres. Merci. Merci. Merci beaucoup, Fabrice, pour toutes ces informations et aussi pour avoir mis en avant toutes vos connaissances. J'invite tout le monde à visionner votre documentaire « Briser le code » qui est diffusé en ligne chez Télé-Québec. J'aimerais aussi rappeler aux gens, encore une fois, de soumettre les questions dans la zone Q&R via Zoom et dans Facebook Live en commentant sous la vidéo. Nous sommes presque à la fin de la séance et donc nous allons maintenant prendre vos questions. Notre première question, j'invite aussi Webster à rejoindre la discussion. Merci. Notre première question vient de Claire. N'est-ce pas qu'Olivier Lejeune était la première personne noire documentée au Canada et non le premier esclave? Non, pas tout à fait. De ce que je comprends, il y a eu 2 autres personnes de documentées, dépendamment de comment on détermine ce qui est documenté ou pas. Toutefois, il y a Mathieu d'Acosta qu'on retrouve à Port-Royal en 1605 et une autre personne anonyme dont j'ai parlé brièvement un peu plus tôt qui va mourir du scorbut sur l'île Sainte-Croix, qu'on qualifie de haine de Poutrincourt, le sieur de Poutrincourt, donc qui meurt du scorbut. On fait une autopsie. Donc, il y a déjà 2 personnes de documentées avant Olivier Lejeune. Et Olivier Lejeune est le premier esclave qu'on connaît ici. Il est toujours important de mentionner que l'esclavage n'est pas une identité, mais un statut.
Et donc, oui, c'est le premier esclave, mais au-delà de son statut d'esclave, c'est le premier Africain à vivre ici de manière permanente. Merci. On a une question d'Ashley. Vos projets comme Pour 3 points, Fugitive, les tours guidés, QC History X sont extrêmement inspirants et elle dit qu'elle va les explorer davantage. Est-ce qu'il y a d'autres projets au Québec ou au Canada pour les francophones que vous recommanderiez aux jeunes pour apprendre plus sur le racisme et sur l'histoire peut-être raciste du Canada? Ben, ce que je dirais, c'est qu'il y a, quelqu'un que je pense qui mérite d'être de plus en plus connu, Rito Joseph, qui offre à Montréal des visites guidées de l'histoire. On pourrait dire l'histoire des Noirs, mais c'est pas tant l'histoire des Noirs, c'est notre histoire, c'est l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, à travers des choses qui sont ignorées, qui incluent les populations noires et autochtones. Donc, il y a des tours guidés pour ceux et celles qui sont montréalais ou les personnes qui arriveraient à Montréal. Rito, bon, c'est plus durant la période estivale, puis la période de l'automne et au printemps que ça se fait, probablement un peu moins en hiver, mais peu importe quand il offre ses tours, il est disponible sur les réseaux sociaux. Donc, Rito Joseph, c'est quelqu'un qui mérite de gagner en popularité. Je dirais aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent parole en fait sur les enjeux liés au racisme dans les médias, donc que ce soit les médias traditionnels, des femmes comme Vanessa Destinée qu'on peut suivre, Émilie Nicolas, mais il y a aussi des personnes qui sont moins connues dans la sphère des médias traditionnels, mais qui ont leur podcast ou leur rôle. Donc des femmes comme les femmes de Woke or Whatever sur Instagram. Il y a Jessica Prudencio qui est une influenceuse. Donc il y a vraiment, je crois, une diversité en fait d'individus qui prennent parole dans l'espace médiatique. Puis autrement, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont des bâtisseurs. Et là, il y en aurait un ensemble. J'ai Cyril Eldor en tête également, mais quand je pense à Hoodstock, qui fait un travail extraordinaire à Montréal-Nord, donc il y a la prise de parole, mais il y a également le travail sur le terrain qui se fait. Pour 3 points, c'est une organisation qui est vraiment sur le terrain, mais Hoodstock a une voix, mais également fait un travail extraordinaire dans Montréal-Nord. Puis moi, je pense que je pourrais continuer pendant longtemps, puis je peux imaginer que Webster aurait des exemples aussi, mais je mentionnerais aussi par rapport à ça que ces exemples-là, j'ose croire que ça peut inspirer chaque personne à dire, moi, je vais faire quoi dans mon travail. Donc, donc de participer à ça, j'ose espérer que ça peut aussi créer une institution de dire, moi, comme acteur de changement, comme citoyen, comme citoyenne, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas obligé de devenir un projet connu, mais ça peut devenir un projet très local qui va quand même avoir un impact dans sa famille ou auprès de ses amis. Ben, c'est excellemment dit. Excellemment dit. Ben, effectivement, je veux dire, toutes les personnes que Fabrice a nommées, c'est les personnes que j'avais en tête. Effectivement, je pense que tout ça, c'est important à suivre de A à Z. Et je pense qu'il faut se renseigner aussi qu'est-ce qui est fait du côté des Premières Nations, d'un point de vue historique, d'un point de vue de militance aussi. Il ne faut pas oublier que nous faisons tous partie de cet élément colonial-là. Et je pense que ces connaissances-là, cette érudition-là, concernant les luttes autochtones et la présence autochtone est incontournable. Toute cette question sur le racisme et de comment est-ce qu'on veut forger, façonner la société de l'avenir. Tout à fait. Merci pour ça. Et Sandrine a une question similaire. Elle dit que avez-vous des recommandations en tant que jeune à l'école secondaire comment s'impliquer dans des mouvements, je crois, physiques de lutte contre le racisme? Ben, si je peux continuer rapidement, je pense que pour les jeunes, il y a des implications à faire au niveau local, c'est-à-dire dans les écoles, d'être vigilant sur ce qui se passe, ce qui se dit, de ne pas avoir peur d'entrer en contact avec les hautes instances, la direction, les enseignantes, les enseignants, d'avoir des discussions autour du racisme. Quand vous êtes témoin d'actes racistes, il faut les rapporter, puis il faut en discuter, parce que le grand problème, c'est cette banalisation-là du racisme. Souvent, on l'a tellement vécu qu'on se dit, bah,
c'est normal, ah, c'est juste c'est une blague. Ou non, je pense qu'il faut avoir cette vigilance-là, puis il faut contrer ce racisme-là. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Levez-vous et tenez-vous les coudes et trouvez des alliés avec qui vous pouvez avancer. Mais je pense qu'il faut adresser ces questions-là à chaque fois et aussi ne pas juste être en réaction. Parce que quand on réagit au racisme, c'est une chose, mais il faut être en action aussi. Donc, au-delà de réagir à des propos ou des actions racistes, il faut bâtir, vous pouvez organiser des concerts, des expositions, vous pouvez organiser des midis de discussion pour pouvoir stimuler ces pensées-là et pouvoir contribuer à des meilleures connaissances de la part de vos collègues. Tout à fait. Et il y a de plus en plus de... Je suis pleinement d'accord et je dirais aussi, il y a de plus en plus de profs qui sont à la recherche d'outils ou de construits ou de références pour intégrer la lutte antiraciste. Et même dans la pédagogie, les profs, moi, de ce que je comprends, sont de plus en plus ouverts à écouter les étudiants et les étudiantes. Donc, dans des salles de classe, des élèves qui font le choix de proposer des idées, ça m'apparaît être pertinent dans la salle de classe. Donc et là, ça peut avoir l'air d'être une forme de promotion, mais ça ne l'est pas tout à fait. C'est-à-dire des conférenciers comme Webster dans des écoles, si les élèves ils veulent avoir des conférenciers, ça va arriver. Tout comme, tu parlais de Briser le code. Briser le code, il y a des capsules, en fait, qui parlent, en fait, d'enjeux liés au racisme. C'est du matériel bonbon pour des profs qui veulent juste les utiliser pour renseigner. Donc, si les élèves font ces demandes-là, ça va faire partie du cursus. Et par rapport au courage ou, en fait, la mobilisation que Webster parlait, je le mentionnerais que ça peut être effrayant et il y a de plus en plus d'exemples de personnes qui ont le courage de parler et ça a des impacts. On a vu la semaine passée les béliers solidaires qui se sont mobilisés pour dénoncer des injustices par rapport à une école à Montréal-Nord. Et ça, c'est un exemple d'impact que moi, je n'ai pas vu quand j'étais jeune. Je n'ai pas vu ça, des gens qui se mobilisaient pour dénoncer. Et ça vraiment, ça fonctionne. Je pense qu'il y a une question qui nommait... je vois quelqu'un qui dit mais comment est-ce qu'on peut voir les gens s'attaquer à l'enjeu politique du racisme? Pour moi, tout est politique. Tout ce qu'on vient de dire est politique et exprimer sa voix, ça fait en sorte que ça peut engendrer des impacts. C'est sûr que si quelqu'un prend une voix seule dans une société de point de vue local, c'est une chose. Mais si toutes les voix parlent en même temps, bien, c'est là qu'on a des impacts significatifs à toutes les sphères de la société, au point de vue fédéral, municipal, fédéral et provincial. Donc, c'est un travail où seul on va, comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et si tout le monde ensemble s'y met, c'est là qu'on va avoir les changements politiques, selon moi. Merci pour avoir répondu à toutes les questions. J'en ai une moi-même. Il y a une idée fausse, mais commune, qui dit que le Canada est moins raciste ou plus inclusif que nos voisins, les États-Unis. Comment cette idée aussi populaire en est-elle arrivée là et quel danger pourrait-elle poser pour les initiatives de lutte contre le racisme? Je pense qu'on peut faire un petit détour historique par rapport à cette question-là. C'est que dès les débuts de l'écriture de l'histoire du Canada, la question de l'esclavage a complètement été occultée. Et donc, on ne parle même pas d'un oubli, en fait. On parle d'un effacement qui a contribué à cet oubli-là. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on a passé l'étape de négation, parce que quand tu nies quelque chose, automatiquement, tu en parles. Mais on a passé cette étape de la négation pour être dans le néant complètement. Et donc, les premiers historiens qui ont écrit l'histoire du Canada ont effacé cette histoire-là et par la suite, ce néant-là a nourri le reste. Et curieusement, tout ce qu'on a retenu, c'est les esclaves qui fuyaient les plantations pour venir se réfugier ici, au Canada. Donc ça, beaucoup de gens connaissent l'histoire du chemin de fer clandestin, l'Underground Railroad, où les esclaves pouvaient trouver refuge au Canada, mais on oublie avant l'esclavage ici, puis on oublie qu'est-ce qui se passait avec ces personnes une fois qu'ils arrivaient ici. Donc, toute cette question de racisme et de ségrégation aussi a été oubliée. Et je pense que qu'est-ce qui a contribué à cette narrative-là, c'est que
et ça revient à ce que je disais un peu plus tôt, c'est par rapport au type d'esclavage qu'il y a eu ici versus l'esclavage aux États-Unis et dans le reste des Amériques, qui était un esclavage économique. Donc ici, l'esclavage domestique a donné un sens comme quoi c'était pas la même chose que c'était l'esclavage light, entre guillemets, et plusieurs historiens vont utiliser ce prétexte pour dire qu'il faisait partie de la famille, et donc je pense que toute nation cherche toujours à arrondir ses angles, à peaufiner ses angles, à polir ses angles et polir ses dimensions un peu rugueuses. Et le Canada a réussi par rapport à cet exercice-là. Alors, merci d'avoir encore pris le temps de partager toutes vos expériences vécues et vos idées incroyables. On apprécie vraiment vos derniers mots. Merci de nous avoir reçus. Vraiment un grand merci. Merci. Alors, ceci conclut une autre semaine de conversation sur la lutte contre le racisme avec Expérience Canada. On a maintenant terminé l'introduction au racisme en discutant de la formation de l'idée de race, des divisions raciales, du colonialisme et de l'esclavage. Au nom de tous nos téléspectateurs, du personnel et des autres ambassadeurs d'antiracisme d'Expérience Canada, je tiens à remercier chaque conférencier pour son temps, ses connaissances et sa préparation pour aujourd'hui. On aimerait aussi remercier encore une fois la Fondation RBC pour leur généreuse contribution à cette série. Les ambassadeurs d'antiracisme et le personnel d'Expérience Canada poursuivront le dialogue sur la lutte contre le racisme sur notre groupe de discussion sur Facebook. De plus, nous avons travaillé à l'élaboration de sujets de discussion, un défi hebdomadaire, des ressources pédagogiques et un plan de cours auquel vous pouvez accéder sur notre site Web. Jetez-y un œil et partagez-les largement sur les médias sociaux en utilisant les hashtags Experiences Canada, Anti-Racism et Anti-Racism Conversations. Le défi de cette semaine porte sur la narration médiatique et consiste à réécrire sous un angle différent le titre d'un article d'actualité ou d'une image dans un livre scolaire. Nous aimerions aussi que vous marquiez dans vos calendriers la date du 10 novembre, qui est mardi prochain. Joignez-nous pour un webinaire sur la justice et la sécurité avec Will Prosper et Franz Voltaire. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore pour votre temps et votre attention. Restez sains, restez saufs et reconnaissez que la vie des Noirs compte maintenant et à jamais. Au revoir.